Bien, Angélique. Du coup, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. On est très content que vous soyez aussi nombreux pour un week-end de Pentecôte. Voilà. Donc, on avait des petites inquiétudes, mais donc, du coup, on s'est trompé. Voilà. Donc, le dernier rendez-vous société de la saison, un rendez-vous un peu particulier parce que du coup, il s'inscrit dans un cycle qu'on a construit autour du mois de avril et mai. Sur les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, voilà, quand nous on l'a préparé, c'était les 30 ans, donc maintenant je crois qu'on est dans les 31. On a un petit peu de retard, mais on l'a fait. Voilà, ainsi qu'on a organisé avec Angélique, qu'on a voulu à la fois sur le côté littéraire, donc on a reçu Dorcy Rugamba, qu'on vous invite à lire, j'ai mis un peu tous les documents sur lesquels on a travaillé dans ce cycle. On a fait aussi une projection cinéma avec des collèges, sur la bande dessinée Rwanda, la poursuite des génocidaires, et le film aussi la poursuite des génocidaires qui est disponible sur LCP et qui retrace l'histoire du couple Gauthier qui sont des franco-rwandais et qui en gros cherchent les génocidaires en France qui se sont expatriés, qui vivent convenablement, enfin voilà, donc ça revient un peu sur leur parcours et sur l'histoire du génocide, etc. Et donc on a reçu aussi l'exposition du mémorial de la Shoah qu'on a eu il y a 2 semaines, je crois à peu près. Et ensuite, on est très content d'être ce soir avec l'historienne Hélène Dumas, qui, je tiens à le dire, est une référence quand même. Et donc, on est très content de la recevoir. Elle est chercheuse au CNRS. Elle a écrit 2 ouvrages qu'on vous incite à lire, dont le génocide au village, sur lequel on s'est un peu appuyé pour faire cette soirée, qui est une enquête de terrain au Rwanda, dans une commune particulière et sur la base des tribunaux populaires qui ont été initiés en 2002, je crois. Voilà. Et ensuite, il y a Essentiel Niter, qui est un travail qui a été fait sur les orphelins du génocide à partir d'archives écrites. Voilà, c'est 2 très bons ouvrages. Voilà, c'est un sujet très lourd. Donc, c'est pas toujours très très facile à lire, mais on pense que c'est important parce qu'il faut toujours alerter aussi sur les dangers du racisme, mais aussi les conséquences que ça peut produire quand c'est poussé à son extrême. Donc voilà, nous on est très contents d'être là ce soir, d'avoir fait ce cycle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Qu'on est content que vous soyez là. Voilà. Et nous on est contents d'être là. Merci à vous de nous faire confiance à chaque fois et d'être un noyau dur qui nous suit, enfin, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà. Juste pour expliquer un petit peu comment ça se déroule, c'est un peu comme d'habitude, donc 45 minutes d'intervention de la part de Hélène, et puis après un échange avec le public. Voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, puis après un petit pot. Il y aura du coup la librairie Folidan comme d'habitude qui est là pour vendre les livres, et puis si vous voulez faire signer. Voilà, un peu comme d'habitude. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à Hélène Dumas. Peut-être une petite question justement pour introduire. Comment est né un peu votre rapport au génocide des Tutsis au Rwanda? Et est-ce que c'est en 94? Est-ce qu'il y a une mémoire personnelle ou c'est arrivé plus tard? Et aussi pourquoi avoir fait une histoire au ras du sol, comme vous le dites? Voilà. Et bonne soirée. Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Tout va bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'accueillir ce soir. Merci à la médiathèque d'avoir organisé cette rencontre et merci à toutes et tous d'être ici ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien ou il faut que je rapproche un peu? Non, ça va comme ça? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce quand on s'intéresse à un sujet et qu'on y est attaché à la fois du point de vue intellectuel mais aussi du point de vue affectif depuis maintenant plus de 20 ans, on a tendance à rationaliser après coup, ce qui nous a peut-être amené à travailler sur un événement comme celui-ci. Je dirais que je suis née au début des années 1980. Je suis allée mon école maternelle, c'était l'école maternelle Anne Frank. C'est pas anecdotique, c'est qu'en France, dans les années 1980-1990, c'est la période de ce qu'un historien de Vichy très connu, Henri Rousseau, a appelé l'anamnèse de la Shoah. C'est un moment où le souvenir donc de l'extermination des Juifs d'Europe et de l'implication de l'État français dans l'arrestation et la déportation des Juifs de France est devenu un véritable sujet de société.
Et ma génération a été élevée sous aussi les 2 septennats de François Mitterrand dans une promesse que le ça ne se reproduirait jamais. Et le ça, on y reviendra, on va essayer de définir ce qu'a été le ça au Rwanda en 1994, s'est reproduit. Il s'est reproduit entre avril et juillet 1994, à un moment où ce pouvoir politique, cette société française qui avait scellé ce pacte, eh bien, participait à soutenir le régime qui commettait ce nouveau ça en 1994. Je veux parler évidemment de l'implication diplomatique, politique et militaire de notre pays, la France, auprès des tueurs en 1994. Ce travail de reconnaissance et de connaissance aussi a été entamé en 2019 avec une commission d'historiens dirigée par mon collègue Vincent Duclerc. Et le président Emmanuel Macron s'est rendu à Kigali en mai 2021. On pourra revenir sur ce dossier français, mais tout ça pour expliquer aussi qu'il y a l'histoire du génocide des Tutsis, c'est aussi une histoire française. Et je crois que ça a été aussi une volonté de comprendre les ressorts de cette forme d'escroquerie dans laquelle j'avais été élevée, du plus jamais ça, alors que le ça s'était reproduit en 1994. Et puis ensuite, je suis allée au Rwanda pour la première fois en avril 2004, 10 ans après les génocides, et la rencontre avec les traces encore très vivantes du génocide à cette période, ça m'a vraiment interrogée, ça m'a commotionnée à la fois intellectuellement et encore une fois, du point de vue des émotions, c'était très fort, et cette histoire ne m'a jamais lâchée, et je ne l'ai pas abandonnée non plus. Je crois qu'on peut passer des dizaines de carrières d'historiens, d'anthropologues à travailler sur ce qui s'est produit entre avril et juillet 1994. C'est un événement qui doit mobiliser encore la recherche en sciences sociales pour tenter d'approcher une forme d'intelligibilité, une forme de compréhension de ce qui s'est produit. Voilà, donc j'ai essayé de répondre à cette question délicate, et puis peut-être qu'on peut revenir ensemble, évidemment, dans le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Je pourrais pas retracer toute l'histoire du Rwanda, toute l'histoire du racisme, toute l'histoire du génocide des Tutsis. Vous verrez, sont des maillages extrêmement complexes. Mais je vais essayer de revenir avec vous sur certains points, puis après, dans la discussion, bien sûr, je serai tout à fait disposée à répondre à vos questions s'il y a des incompréhensions, mais juste pour vous prévenir que je pourrais pas faire toute l'histoire du Rwanda depuis le début du XXe siècle. Alors, comme vous le savez, entre le 7 avril et la mi-juillet 1994, c'est 1 million d'hommes et sans doute plus, de femmes et d'enfants qui périrent donc au cours du dernier génocide du XXe siècle, celui des Tutsis du Rwanda. En moins de 3 mois, ce sont les 3/4 de la population Tutsi vivante au Rwanda qui ont été exterminés au cours d'une campagne de massacre qui est marquée, qui demeure marquée par une inefficacité extrême, une efficacité redoutable. Et sans doute, la fulgurance, la rapidité des massacres doit-elle beaucoup à la conjugaison de 2 logiques meurtrières. Je vais vous montrer un petit schéma ici, qui est tiré d'une exposition du mémorial de la Shoah. Je vais essayer de le mettre en diaporama pour que ce soit... Voilà. Bon, si ça marche pas, on va pas s'embêter avec la technique. Voilà, si ça marche. Voilà. Donc c'est un schéma qui est reproduit d'une exposition, donc une exposition du mémorial de la Shoah, et on le doit à la fulgurante intelligente de Stefano Doiruso, qui a travaillé aussi sur l'histoire du génocide. Donc la première logique, elle correspond à l'investissement de l'appareil d'État dans l'organisation et l'exécution des massacres. Et la seconde logique meurtrière, qui vous voyez se conjugue ici le 7 avril 1994, est plus spécifique à la configuration singulière du génocide des Tutsis, et elle renvoie à la participation massive de la population civile dans les tueries. Donc, au cœur de cette logique, disons, horizontale du génocide se joue
la réversibilité meurtrière du monde social et affectif. Les voisins, les amis, les instituteurs, les prêtres, bref, tous les proches, les familiers, prennent part à la traque et à l'extermination de leurs proches Tutsis. Et c'est cette intimité entre les victimes et les tueurs qui constitue, me semble-t-il, l'un des ressorts essentiels de l'efficacité du génocide des Tutsis. Mais la compréhension des ressorts de cette terrible efficacité renvoie à une question fondamentale me semble-t-il, pour les historiens et les historiennes qui travaillent sur ce sujet, qui peut paraître simple, mais qui est extrêmement complexe. C'est comment a-t-il été possible d'assassiner autant de victimes en un laps de temps aussi bref? Et au cœur donc de cette quête historique, dont les tentatives de dévoilement et d'intelligibilité recèlent une dimension universelle, c'est-à-dire que comment une société, et ça, le Rwanda nous pose des questions à nos sociétés, comment une société qui est marquée par une forte osmose culturelle, linguistique et religieuse peut basculer dans l'extermination massive, non pas d'étrangers, mais de proches, d'étrangers, de lointains, mais de proches, de gens avec lesquels vous avez grandi, vécu, étudié, vous êtes allé à l'église, vous avez communié. Enfin, je parle de la religion ici chrétienne parce qu'elle était majoritaire au Rwanda. Donc, penser à partir du génocide des Tutsis, c'est aussi une manière de penser le monde, le nôtre aussi, et ses lignes de fracture, et également la puissance, la performativité des imaginaires racistes. Alors, je pense que le cas du génocide des Tutsis est paradigmatique de l'efficacité du racisme. Et son efficacité, évidemment, tragique. Et donc, loin d'apparaître comme un événement exotique et lointain, le génocide des Tutsis nous pose à nous, de manière universelle, des questions qui me semblent essentielles. Et par ailleurs, il faut se rappeler que lorsque le génocide des Tutsis se déroule sur les collines du Rwanda, la communauté internationale, j'entends ici les puissances européennes, les États-Unis, mais aussi le système des Nations Unies, dispose d'instruments juridiques et des moyens militaires qui auraient pu, sinon prévenir le génocide, du moins enrayer les massacres dès le premier jour, le 7 avril. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été, donc elle date de 1948, a été signée depuis 46 ans. Et en 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est plus paralysé par les enjeux de la guerre froide. Par ailleurs, le 7 avril 1994, des troupes internationales onusiennes, des casques bleus, se trouvent sur place depuis la fin de l'année 1993. Environ 2500 hommes placés sous l'autorité du général canadien Roméo Dallaire. La France et la Belgique déploient des centaines de militaires durant la première semaine du génocide, non pas pour sauver les victimes, mais pour évacuer les ressortissants étrangers et abandonner, en particulier pour le cas de la France, les personnes, les Tutsis qui travaillaient pour les services de l'ambassade de France au Rwanda. Le génocide des Tutsis n'a été reconnu dans sa spécificité, c'est-à-dire comme génocide, avec une identification précise et exacte des victimes, que très tardivement par la communauté internationale, si je parle des Nations Unies, à la fin juin, alors même que l'essentiel de ces victimes des victimes avaient déjà péri. Et je pense que la cécité, la passivité, l'indifférence de la communauté internationale s'explique par un système de représentation assez courant en Occident qui tend à lire les réalités africaines en termes ethniques. Et je mets à chaque fois d'énormes guillemets quand j'emploie ce terme. On a très souvent, c'est un mot qui peut venir qui est une forme de lieu commun, mais si on y réfléchit bien, en tout cas, le cas rwandais nous y fait réfléchir. L'ethnie, c'est quasiment un synonyme de race, en tout cas dans le contexte rwandais. Le terme d'ethnie est venu
recouvrir le terme de race pour désigner la même réalité, mais lorsque ce terme de race a été discrédité après la Deuxième Guerre mondiale, mais il veut dire exactement la même chose. Donc, si on lit la presse, par exemple, de 1994, je vous invite, vous pouvez aller regarder les archives du Monde, par exemple, sont facilement accessibles, ben, vous verrez que l'explication qui est avancée, c'est une espèce d'hostilité, de haine multiséculaire entre deux ethnies qui, finalement, auraient passé tout le temps de leur histoire à s'entretuer. C'est comme ça que l'événement est présenté. Et donc, évidemment, si on a affaire à une guerre interethnique ou à une guerre tribale, parce qu'il y a encore ces termes dans la presse de l'époque, bah, la communauté internationale n'a rien à faire dans ces luttes tribales africaines. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le président François Mitterrand en novembre 1994 au sommet franco-africain de Biarritz, lorsqu'il a dit que on ne peut demander l'impossible à la communauté internationale, ni même à la France, quand des chefs d'État locaux décident de régler leurs différends à la machette. Donc voilà comment, avec quel racisme sont perçues les réalités africaines. Là, il y a toute la dimension politique du génocide est effacée et niée en fait. Puisqu'il n'y aurait que de vagues réflexes barbares venant du fond des temps, qui feraient que les Rwandais se massacrent. Et c'est là encore, ces représentations racistes qui nient l'agentivité politique des acteurs et des actrices rwandais et rwandaises, eh bien, ont eu des conséquences dramatiques, des conséquences concrètes. Puisque, là, je cite un rapport de Human Rights Watch qui a été publié en 1999, durant les jours où 4000 étrangers étaient évacués, donc du Rwanda, dont un petit nombre seulement était en danger, environ 20 000 Rwandais furent tués. Et ce rapport ajoute une phrase qui me paraît très juste. Les tueurs avaient compté sur l'inaction de la communauté internationale et ils avaient raison. De fait, l'extermination des Tutsis et de toutes celles et ceux qui s'opposèrent à ce génocide s'est déroulée dans un huis clos à peu près hermétiquement, hermétiquement fermé. Voilà. Il y avait, j'y reviendrai ensuite. Voilà. Donc c'est encore une fois il y a une mise en abîme, si vous voulez, du racisme dans cet événement. Il y a le racisme colonial propre à la société rwandaise, puis il y a aussi le regard de tous ceux et celles qui auraient pu faire quelque chose et qui ne sont pas intervenus précisément parce que leur représentation du politique en Afrique était teintée là aussi de représentations racistes. Et ce qui est d'autant plus tragique, c'est que les Hutus et les Tutsis ne sont pas des ethnies. Alors même que cette lecture ethnique a été imposée, surimposée, et l'est encore parfois, malgré tous les efforts qui sont déployés pour déconstruire ces discours simplistes, ne sont pas des ethnies, pas plus que ce ne sont des races différentes, puisqu'elles ont été instituées comme race et comme ethnie par le discours colonial et missionnaire. Une première chose à dire, c'est que avant la colonisation, les termes, les catégories Hutu et Tutsi existaient bel et bien, mais ne recouvraient aucune signification de différence raciale. Les Rwandais ne se pensaient pas de cette manière. Par ailleurs, Hutu comme Tutsi partagent la même langue, quand même un substrat culturel qui est fondamental pour tisser faire société, tisser une société. Le Kinyarwanda, c'est la langue nationale encore aujourd'hui au Rwanda. Le Rwanda n'est ni un pays francophone ni un pays anglophone, c'est un pays kinyarwandophone. Et le Kinyarwanda, c'est une langue qui a donné naissance à une culture, notamment une culture littéraire extrêmement riche, qui était partagée par l'ensemble des Rwandais. Hutu et Tutsi étaient des catégories sociopolitiques qui étaient
perméable, c'est-à-dire qu'on pouvait devenir Tutsi, en quelque sorte, pour le dire un peu de manière simple, mais on s'anoblissait. On pouvait avoir accès à des troupeaux et puis s'approcher voilà des cercles du pouvoir. Et puis on pouvait également devenir Hutu lorsqu'on s'appauvrissait ou bien que l'on faisait preuve voilà d'un manque de courage par exemple au combat ou qu'on était en quelque sorte disgracié par le roi. Mais néanmoins il y avait des liens sociaux et politiques qui liaient toutes ces communautés. Il y en a une troisième qu'on appelle les Batois, les Tois, qui eux étaient par exemple, c'était des maîtres de ballet, des chanteurs, des artistes très reconnus qui avaient leurs entrées à la cour du roi. Donc, il y avait un système politique et social complexe, mais qui, voilà, n'avait pas ce caractère de rigidité et encore moins de pensée d'une différence raciale, c'est-à-dire biologique. Les Rwandais ne se sont jamais n'ont jamais mesuré la taille de leur nez, la taille de leurs bras, de leurs avant-bras, etc., pour attester une différence raciale. Ça vient avec le discours colonial. Donc j'ai dit même langue, voilà. Donc déjà il y a un substrat culturel très fort, même participation au culte. Alors les cultes anciens. Et puis ensuite, après l'évangélisation essentiellement chrétienne et catholique, en 1994, par exemple, 90% de la population est chrétienne et 67% de la population est catholique. Donc, voilà, il n'y a pas de différence religieuse entre les Hutus et les Tutsis. De la même manière, c'est une manière, les manières de vivre et les espaces habités sont entrelacés. Il n'y a pas de collines Hutu, de collines Tutsi, de quartiers Tutsi ou de quartiers Hutu. La vie s'organise aussi dans l'interrelation. Alors c'est ça qui est quand même assez troublant avec le cas du Rwanda, c'est-à-dire que l'histoire du génocide, au fond, si on la lit de manière rétrospective et qu'on s'intéresse au racisme qui en a été la justification première, elle naît au temps colonial. Et alors j'ai pas le temps de revenir sur tout le discours colonial qui a institué Hutu et Tutsi comme des races différentes. On pourra y revenir dans la discussion peut-être. Mais c'est là, encore une fois, pour vous dire que ces discours qu'on regarde aujourd'hui avec presque en souriant, tellement ils nous apparaissent ridicules, ces élucubrations d'explorateurs, de pseudo-savants, de prêtres, missionnaires ou encore d'administrateurs coloniaux, eh bien, ils ont eu, là encore, une très grande efficacité. Et surtout, ce qui est quand même très surprenant, c'est que les mythes racistes forgés dans le temps colonial ont perduré jusqu'à la fin du XXe siècle dans une grande cohérence à la fois discursive et idéologique, puisqu'ils ont été ensuite repris, réinvestis par les deux pouvoirs post-coloniaux, donc la première et la deuxième République rwandaise au nom. Et ce racisme, en fait, a été au fondement de la légitimité politique des deux premières républiques après l'indépendance en 1962. Donc de 1962 à 1994. Voilà, on pourra revenir sur cette histoire complexe, mais qui témoigne là encore des effets politiques des discours racistes. Alors, le génocide des Tutsis ne correspond évidemment pas à cette idée ou à ces représentations d'une quelconque barbarie dont l'Afrique conserverait encore le secret. Je l'ai dit, le génocide des Tutsis est le fruit d'une histoire longue, d'une histoire du XXe siècle, qui est aussi la nôtre, puisque ce creuset idéologique donc qui a fait naître les races Hutu et Tutsi. Évidemment, quand j'utilise le terme, je reprends le langage colonial. Je le fais pas mien, évidemment. Donc, toute cette vulgate raciste, c'est la même qui forge aussi l'antisémitisme moderne. Donc on est là aussi dans une histoire européenne lorsque on s'attache à déconstruire cette histoire tout au long du XXe siècle. Et le génocide des Tutsis s'inscrit aussi, et ça c'est très important de le dire, dans une série de
de massacres, de pogroms et de persécutions dont les Tutsis ont été victimes depuis 1959. En 1959, on y reviendra aussi peut-être si on a le temps encore de la discussion, surtout aussi à la Noël 1963-1964, après l'indépendance, en 1973, dans les années 90, et tout un système de racisme institutionnalisé qui met au banc les Tutsis, par exemple, de l'enseignement ou d'un certain nombre de postes, notamment dans la fonction publique. Donc le génocide des Tutsis ne s'est pas imposé, comme cela a été parfois dit, de manière soudaine à l'horizon de l'histoire contemporaine du Rwanda. Il est le fruit d'une histoire complexe et longue. Et surtout, l'extermination donc des Tutsis est envisagée par le pouvoir rwandais, donc à sa tête Juvenal Habyarimana. Il résulte de choix politiques délibérés qui sont portés par des hommes et des femmes, très importants, qui sont tous et toutes issus de l'élite intellectuelle du pays. Ça, c'est important. Souvent aussi, on a dit, voilà, le Rwanda, c'est des paysans pauvres qui, par appât du gain, esprit de lucre, vont tuer leurs voisins pour récupérer leurs champs, voilà. En fait, non, le génocide, il a été pensé politiquement par des hommes et des femmes qui ont tous et toutes été étudiés en Belgique, au Canada, en France. C'est l'élite rwandaise, on le verra tout à l'heure, mais les médecins, les prêtres, tous ont été impliqués dans le génocide. Le génocide n'a pas été commis que par de pauvres airs sur les collines. C'est là aussi qu'il faut considérer cet événement comme un événement politique total. Voilà, c'est très important. Donc je vais essayer de vous parler des différentes singularités du génocide des Tutsis. Alors en premier lieu, ensuite je vais essayer si j'ai le temps, de revenir sur la logique d'État et ensuite sur celle de la logique plus horizontale de la réversibilité des liens sociaux, familiaux et affectifs. Alors, d'abord, au titre des singularités du génocide, je vais vous montrer une carte. Voilà. Alors, le Rwanda, c'est un tout petit pays. Donc, le génocide des Tutsis s'est produit dans un espace-temps réduit. Et c'est aussi ce qui le distingue, par exemple, de la Shoah ou du génocide des Arméniens, où on a vu à l'œuvre donc des déportations massives. Au Rwanda, c'est tout le contraire. Donc, petit pays. Est-ce que géographiquement aussi, ça a été sur tout le pays ou il y a eu des zones qui ont été... Ça a été sur tout le pays, mais là où il y a les zones en rouge, c'est là où il y a le plus de victimes. Mais ça s'est déclenché dans l'ensemble du pays. En fait, les Tutsis ont été tués vraiment dans l'entre-soi des frontières nationales, puisque l'une des premières mesures des autorités à la fois centrales et locales, en particulier dans les régions qui sont frontalières, donc à l'ouest à l'époque c'était encore le Zaïre, au nord l'Ouganda, au sud le Burundi et puis à l'est la Tanzanie. Donc toutes ces frontières qui sont souvent matérialisées soit par des fleuves, soit par le lac Kivu, ont été fermées. Et donc ces rivières, ces lacs sont sur ordre des autorités locales sillonnés par des piroguiers qui traquent les éventuels fuyards. Donc les frontières sont fermées et il faut ajouter à ces frontières nationales, changer un peu d'échelle, resserrer la focale, puisque cet entre-soi, c'est aussi celui des espaces du quotidien. C'est les collines. Les collines, d'après une étude du gouvernement rwandais publiée en 2004, sont le premier lieu de massacre. Viennent ensuite les églises. On y reviendra. Les collines, les champs, les bananeraies, les églises, les hôpitaux et les écoles figurent parmi les lieux de massacre les plus importants. Et les tueurs mobilisent, pour leur part, les singularités topographiques de leurs collines, qu'ils connaissent très bien, pour accroître, là encore, l'efficacité des tueries, que ce soit des rivières, des carrières minières ou encore des terrasses agricoles. Et l'ordre des autorités locales, c'est précisément de piéger les victimes dans les frontières du voisinage. Et ça, c'est très important, on le verra, parce que
Qui connaît mieux qui est Tutsi et Hutu que les voisins? Il y a certes des cartes d'identité qui existent en 1994 avec des mentions raciales inscrites à l'intérieur, mais les adultes s'en débarrassent très vite lorsqu'ils comprennent que c'est un danger extrême que d'avoir une carte d'identité avec écrit la mention Tutsi dessus. Et les enfants, eux, n'ont pas de carte d'identité. Voilà, on y reviendra, et c'est les voisins qui les réassignent dans une généalogie Tutsi. On y reviendra parce que l'intelligence d'une meurtrière du social est vraiment importante à comprendre pour rendre compte précisément de l'efficacité du génocide. Donc, je vous dis un territoire petit et un territoire d'autant plus petit que les victimes sont piégées dans les frontières du voisinage. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un temps très bref. Je vais juste vous montrer ici un schéma. Donc, je vous dis 1 million de morts en moins de 3 mois. Il faut ajouter et préciser que 50% des victimes du génocide ont été assassinées dans les 2 semaines seulement qui ont suivi le déclenchement des massacres le 7 avril 1994. Ici, c'est une diapositive qui est extraite d'une enquête qui a été menée par l'une des principales associations de rescapés du génocide au Rwanda, qui s'appelle Ibuka. Ibuka en Kinyarwanda, ça veut dire souviens-toi. Et ils ont tenté en 1998-99 de recenser l'ensemble des noms des victimes de la préfecture de Kibuye. Donc, c'est une préfecture qui se situe dans l'ouest du Rwanda, sur les rives du lac Kivu. Et il y a à peu près plus de 200 000 personnes qui ont été assassinées dans cette région. Et on voit sur ce schéma que 80% des Tutsis de cette préfecture ont été assassinés entre le 12 et le 21 avril. On retrouve dans les archives, d'ailleurs, une lettre du préfet de l'époque, Clément Kayishema, qui a été jugé par le tribunal pénal international pour le Rwanda et condamné, qui explique, qui envoie à son ministère de tutelle, le ministre de l'Intérieur, que la sécurité sikh est désormais rétablie dans sa préfecture. Tous les Tutsis sont morts. Voilà, donc on parlait de la fulgurance, là on le voit de manière extrêmement précise à travers ce schéma. Deuxième particularité, singularité de ce génocide, là on parle souvent quand on évoque le génocide des Tutsis, c'est un génocide populaire. Alors je l'ai dit, il y a beaucoup de victimes, mais aussi beaucoup de tueurs. Beaucoup de tueurs. Alors, Romain a parlé tout à l'heure des fameuses juridictions Gacaca. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des élèves de terminale HGGSP, comme on dit maintenant, mais voilà, maintenant c'est au programme du bac ici en France depuis quelques années. Donc ces fameux procès Gacaca ont pris en charge l'immense majorité de la poursuite et du jugement des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir pris part au génocide. Et entre 2002 et 2012, les juridictions Gacaca ont jugé 1,9 million, ont tenu 1,9 million de procès plutôt. Et dans ces près de 2 millions de procès, 700 000 dossiers concernaient des personnes qui avaient directement pris part au génocide, à la traque, à l'extermination, mais aussi à l'incitation et aux violences sexuelles qui ont été massives et systématiques pendant le génocide. Donc à peu près 700 000 personnes directement impliquées dans l'extermination des Tutsis. Donc vous voyez l'ampleur de la mobilisation populaire dans ces massacres. C'est aussi un génocide de proximité, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais c'est l'ensemble des liens sociaux et des liens affectifs qui ont été atteints de manière absolument radicale dans ce génocide, et je vais donner quelques exemples. D'abord, je vous ai un peu parlé tout à l'heure du fait religieux, la première forme de réversibilité, c'est
c'est celui du lien religieux. Et je vais vous montrer ici une image, voilà, d'une église, une ancienne église catholique, qui est devenue, après le génocide, un mémorial du génocide. C'est l'église de Nyamata. Je ne sais pas si parmi vous, certains ou certaines ont lu les livres de Jean Hatzfeld. Et ben, c'est cette région-là du Bugesera où se trouve cette église de Nyamata, où plusieurs milliers de Tutsis ont été exterminés donc à partir du 11 avril. Ce sont donc des enceintes donc sacrées pour les catholiques. Les tueurs ne sont pas issus d'une autre confession religieuse. Ils sont eux-mêmes catholiques et ils vont assassiner d'autres catholiques dans des églises catholiques. Et dans d'autres régions où, par exemple, ce sont les adventistes qui sont majoritaires très localement, là encore, ce sont les adventistes et parmi eux des pasteurs qui assassinent leurs confrères, donc pasteurs, réfugiés dans la chapelle adventiste, le jour du sabbat, donc un samedi, pour les adventistes. Donc là encore, il y a, persiste, en tout cas pour nous, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas encore du tout épuisé cette question du retournement de ce lien religieux, en sachant qu'au Rwanda, la pratique religieuse et la foi, sont extrêmement forts. C'est à la fois une vie spirituelle et une vie sociale. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. C'est vrai que c'est parfois compliqué dans une société qui est largement laïcisée de comprendre ce que ça peut représenter, ce basculement. Mais il est évidemment extrêmement important en particulier pour les victimes qui, elles, se placent sous la protection de Dieu en allant se protéger en allant se réfugier dans les églises. Parce que j'avais vu aussi des témoignages où les fois précédentes, ils avaient été se protéger, justement, ils n'avaient pas été attaqués dans les églises. Oui, et maintenant, donc en 1900, moi je suis en train de travailler beaucoup sur ce qui s'est passé en 1963. Et c'est vrai que ceux qui ont survécu dans une région particulière, donc du Rwanda, qui s'appelle Gikongoro, dans 2 missions en particulier, Kanika et Kadoa, ces 2 missions ont sauvé les vies. Voilà. Donc il y avait ce souvenir de ceux qui en 1963 avaient pu atteindre les missions catholiques, avaient été sauvés. Mais à l'époque, il faut insister sur ce fait, les pères blancs qui étaient sur place patrouiller fusil à la main pour que les tueurs n'entrent pas dans l'enceinte de la mission. Donc voilà, il y avait ce souvenir historique, mais qu'on doit aujourd'hui relativiser parce que effectivement les prêtres à l'époque, les pères blancs, ont protégé fusil à la main les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans la mission. Donc il y a à la fois ce souvenir historique, mais aussi c'est un acte de foi. Les gens disent, et puis les victimes, on le voit très bien dans les témoignages, ne peuvent concevoir qu'on les assassine sous l'œil de Dieu. Voilà, dans la maison de Dieu. C'est comme ça que on l'appelle les églises. Et voilà, donc on a les massacres les plus, on va dire, les plus massifs, là où les personnes s'étaient réfugiées en nombre, où elles ont été assassinées en nombre, ce sont les églises. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les églises sont le 2e lieu le plus important de tuerie au Rwanda après les collines. Et est-ce que, à l'inverse, les tueurs se sont mis derrière aussi l'idée d'un acte de foi? Tout à fait. Ils priaient. Alors voilà, ils priaient aussi avant d'attaquer, et surtout, ils ont décrété la mort du dieu des Tutsis. Donc le dieu n'était plus celui de tous. Vous voyez aussi le racisme, encore une fois, qui va jusqu'à diviser racialement Dieu, et à décréter la mort du dieu des Tutsis. Et donc ça permettait aussi pour eux, si vous voulez, de lever le tabou du meurtre au sein d'une église, et le tabou du meurtre des prêtres eux-mêmes. Parce que vous voyez ici une chasuble qui a été exhumée d'un charnier, et qui témoigne que ça n'a pas protégé non plus les prêtres, parce que beaucoup de prêtres étaient Tutsis au Rwanda. Alors on ne sait pas exactement dans quelle proportion, mais
mais assez importante parce que passer par le petit et le grand séminaire permettait aux jeunes hommes Tutsis de poursuivre les études qui leur étaient impossible de poursuivre dans le système scolaire qui était fermé pour eux à cause des quotas racistes. Donc voilà, il y a beaucoup de lieux comme cette église qui était comme ça en 1994 et qui, alors aujourd'hui le mémorial a beaucoup changé, mais là c'était en 2014, voilà, c'était les ruines de l'église. Et ça, c'est le prêtre qui se présente en col romain, donc devant ses juges au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et c'est ce prêtre-là qui a ordonné donc de raser son église, qui était celle-là, sur les milliers de Tutsis qui s'y étaient réfugiés. Voilà. Et donc il est en prison, mais je pense pas que le Vatican ait engagé un procès canonique envers cet homme. Voilà. Pour vous dire que c'est un phénomène massif pendant le génocide des Tutsis. Autre type de transgression, le rôle des femmes dans les massacres. Là aussi, en général, les femmes et les enfants sont, la barrière de l'âge et du genre, en général, éloigne les femmes et les enfants du massacre, de l'exercice ou du spectacle de la violence. C'est pas le cas au Rwanda. Et là, si je vous montre la photo de cette femme, c'est parce que, d'ailleurs, c'est aussi encore une singularité du génocide des Tutsis, c'est qu'elle a été la première et je pense la seule femme jugée et condamnée pour génocide par une juridiction pénale internationale. Donc Pauline Ramasuko était ministre ironiquement ministre de la promotion féminine et de la famille pendant le génocide des Tutsis. Et elle s'est occupée, entre guillemets, de sa propre préfecture, une préfecture du Sud, Butare, qui était une préfecture qui était dirigée par un préfet qui était opposé au génocide, qui a été destitué et assassiné. Et elle a dirigé les opérations de génocide à Butare. Et elle a également été condamnée pour cette raison, inciter les miliciens au viol des femmes Tutsis avant de les exterminer. Donc le viol a été un des moyens de donner la mort aux femmes Tutsis pendant le génocide, mais aussi aux femmes Hutus qui avaient épousé des Tutsis, qui avaient pu avoir des enfants avec eux. Donc ça, c'est très important aussi. Il y a eu je vous le disais tout à l'heure, le Rwanda était une société d'osmose culturelle et linguistique, religieuse. C'était aussi une société qui était marquée par les interrelations entre les groupes. Je pense qu'au Rwanda, il n'y a pas une seule famille au sens élargi où vous ne trouvez pas des Hutus et des Tutsis. Des gens qui ont changé, qui ont été déclarés Tutsis, en fait. Bref, tout ça est complètement arbitraire. Mais pendant le génocide, ça a détruit des familles. Ça a détruit des familles et il y a pu avoir des massacres, en particulier des oncles qui tuent leurs neveux et qui assassinent leurs beaux-frères. Voilà. Les enfants n'ont pas non plus été épargnés par le spectacle de la mise à mort, voire mis à contribution. Donc vous voyez, ça, c'est parce que le génocide a eu lieu vraiment. J'y reviendrai, mais c'est très dur de dire ça, mais ça ressort des descriptions, des archives, des témoignages. Pour les tueurs, le génocide, c'est une orgie, c'est une fête. Et ça, c'est extrêmement troublant aussi mais ils violent, ils pillent, ils bouffent de la viande, j'ai pas d'autre terme, parce que c'est vraiment ça, ils dévorent les vaches, en dehors de toute logique de préservation d'un cheptel, etc. Donc on n'est pas du tout aussi là dans des pauvres paysans qui, parce qu'ils ont faim, accaparent les terres et accaparent les biens des Tutsis. Sinon, il y a une logique, il y a une logique, un imaginaire raciste derrière ces pillages et ces destructions. Donc, voilà. C'est vraiment c'est dépeint, et ils le disent encore, même dans les archives des juridictions Gacaca, il y a une espèce de désinvolture, d'indifférence aux scènes qui sont décrites,
boivent de l'alcool et ils mangent de la viande de vache après le massacre pour se récompenser. Voilà. Et ça aussi, c'est lié à la publicité des massacres. C'est pas caché. Tout le monde assiste ou peut assister au viol des femmes et à l'assassinat des gens. Voilà, c'est aussi ce qui fait une difficulté supplémentaire aussi à regarder un événement comme celui-ci qui ne peut pas être pensé en dehors de sa logique de cruauté. Les Tutsis ont été assassinés, mais ils ont été assassinés et d'une manière très particulière. Voilà, il fallait les avilir, il fallait les souiller, voilà, pour accomplir voilà cette forme d'utopie raciste qui consistait à se débarrasser complètement de cette race Oni. Et les destructions de biens répondent à cette logique. Je vais juste vous montrer peut-être si j'ai une photo, je crois que voilà, une photo que j'ai prise au Rwanda il y a quelques années déjà, mais aujourd'hui on les voit presque plus ces maisons en ruine, il n'y en a plus, les terres sont reconstruites, donc c'est une photo, c'est assez rare maintenant. Voilà, c'est les maisons détruites, c'est la maison détruite d'une famille Tutsi qui habitait sur la colline de Shyorongi, donc c'est celle du génocide au village, c'est la commune sur laquelle j'ai travaillé pour ce livre. Et vous voyez, si on se place d'un point de vue de rationalité économique dans la tête des tueurs, et d'ailleurs c'est ce qu'ont fait un certain nombre de Polonais ou d'Ukrainiens avec les Juifs d'Europe de l'Est, ils ont pris les maisons, ils les ont investies, ils les ont habitées. Là, quand on est, s'ils étaient dans une logique différente de celle de l'effacement, ils auraient aussi habité cette maison, qui par ailleurs en plus semblait être une maison assez cossue pour la colline puisqu'elle a un revêtement en ciment, et donc, mais elle est détruite, vous voyez, elle est détruite jusqu'à ses fondations. Donc c'est une logique d'effacement total de la présence des Tutsis sur les collines qui est à l'œuvre ici. Et aujourd'hui, il y a peut-être 1 ou 2 ans, je travaille sur un nouveau projet que je mène sur une colline donc du nord de la région de Gikongoro. On était avec une rescapée et elle regardait une colline en face, assez en altitude, et avec son doigt, elle pointait les maisons disparues, parce qu'elle voyait encore les enclos des gens. Et elle a terminé en disant « Imisazi Yambayubus », les collines sont nues. Et c'est ça aussi la singularité, là je pense, de toute logique génocidaire. C'est l'effacement total de la communauté dont on a décrété l'extermination, y compris de toute trace de sa présence sur Terre, sa présence physique. Est-ce que dans le cas des tribunaux populaires, il y avait du recul par rapport à ce qui s'était passé par les accusés, ou alors ils continuaient à être dans cette logique? Alors après, c'est difficile parce qu'ils ne pouvaient pas dire exactement ce qu'ils faisaient, mais oui, et puis c'est difficile aussi parce qu'ils sont très nombreux, donc il faudrait pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les archives. Aujourd'hui, les archives de ces tribunaux, ça représente à peu près 70 millions de pages d'archives. Donc, il faudrait vraiment qu'on soit des masses de chercheurs à travailler pour essayer de comprendre de manière un peu statistique les façons de parler de ce qu'ils ont fait. Donc, sans doute, on en trouverait certains qui qui ont pris du recul par rapport à ce qu'ils ont commis en 1994. Mais moi, quand j'ai travaillé sur Gacaca, ce qui m'a frappé, donc, c'est que quand il y avait un terme pour désigner les Tutsis qui était Inyenzi. Inyenzi, ça veut dire cafard en Kinyarwanda. Et c'était aussi comme ça qu'on appelait des combattants du FPR. Donc, il y a eu une guerre civile en même temps. Donc, au lieu de dire nous avons débusqué telle date, donc 10 ans après les faits,
nous avons débusqué une victime. Ils auraient pu, en Kinyarwanda, ils avaient tout à fait les ressources linguistiques pour dire nous avons débusqué une victime à tel moment. Ils réutilisaient et remobiliser le vocabulaire raciste en disant on a trouvé un Ignési, voilà. Donc même les termes dégradants par lesquels, donc les sobriquets dégradants par lesquels les Tutsis ils étaient affublés, et ben ils étaient repris. Et ce qui nous a aussi frappé avec Marie-Jeanne Rafiki, avec qui je travaille au Rwanda, qui m'aide beaucoup à traduire le Kinya Rwanda, c'est dans les archives écrites cette fois de Gacaca, la manière dont les tueurs donc de Kadoua, de cet endroit sur lequel je travaille, racontent les tueries à l'église. Il y a eu là à Kadoua, en une nuit, en 24 heures, plus de 20 000 morts. Et quand ils sortent de la scène de tuerie, ils utilisent une expression au Kinyarwanda qui dit toute la désinvolture avec laquelle ils considèrent l'événement en disant « nous nous en sommes allés ». Voilà. C'est comme si c'était une promenade. Voilà. Et le Kinyarwanda est une langue très subtile qui permet précisément de comprendre l'investissement affectif que les gens placent dans les mots qu'ils emploient. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui, moi c'est évidemment très impressionniste parce qu'il faudrait pouvoir avoir accès et exploiter l'ensemble des archives Gacaca pour répondre de manière statistique encore une fois à cette question. Mais je doute beaucoup de la sincérité de nombreux aveux. Si vous avez l'occasion de regarder un film aussi documentaire qui est très très bien sur l'histoire du génocide et sur les Gacaca justement, c'est un film qui a été réalisé par Bernard Belfroy, qui est donc un réalisateur belge qui s'appelle Une des 1000 collines. Il a été projeté l'année dernière en 2024 au Rwanda dans le cadre des 30e commémorations. Et je pense que 15 ans avant, il avait filmé des accusés, donc devant les Gacaca, et il y en a un qui avait été libéré parce qu'il avait avoué, donc il y a une prime à l'aveu, et qui va voir les autres en leur expliquant, mais d'une manière extrêmement désinvolte, là encore, oui, alors tu peux reconnaître que tu as tué un tel, mais ne dis pas que tu as tué tel, comme ça ils te donneront telle peine et pas telle autre. Enfin, il y a toute une négociation qui permet, dans certains cas, de douter de la sincérité. Et même quand ils disent, ils racontent, c'est la manière de raconter qui, c'est cette manière, la manière de raconter qui témoigne de cette indifférence et au sort des victimes. Et je crois que c'est très important de le garder à l'esprit parce qu'on aurait tort de penser les tueurs comme des hommes et des femmes pétris de remords. Bon nombre de nazis sont restés nazis jusqu'à la fin de leur jour. Si on prend le cas du Cambodge, puisque c'est aussi cette année une année de commémoration pour le génocide au Cambodge, les cadres Khmer Rouge, ils sont restés Khmer Rouge jusqu'à leur mort. Voilà. Là, la difficulté avec le Rwanda, c'est que cette idéologie qui a justifié le génocide, elle a touché beaucoup de monde et toutes ces personnes vivent au Rwanda. Pour la plupart d'entre elles, sauf ceux qui ont pu fuir et qui sont précisément ici poursuivis par la justice. Donc il faut refaire société avec ça, avec l'héritage de cette idéologie. Je vous laisse imaginer la difficulté que cette situation a pu représenter après le génocide, quand les troupes du Front patriotique rwandais, qui est mené par Paul Kagame, qui est encore aujourd'hui le président du Rwanda, a arrêté le génocide. C'est pas les troupes des Nations Unies ou une force internationale qui sont venues arrêter le génocide, c'est les troupes rwandaises. Voilà, c'est quand même important pour la discussion plus tard. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais peut-être non, ça va. On peut continuer un petit peu. Je peux continuer un peu. Ok. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. J'ai déjà parlé du fait que les massacres étaient publics. Je voudrais dire peut-être un mot des victimes.
Et là aussi, peut-être, moins pour souligner la singularité ici du génocide des Tutsis que la singularité, me semble-t-il, de toute politique génocidaire. C'est l'atteinte particulière à la filiation. Lorsque les femmes et les enfants, ici c'est les enfants, sont non pas des cibles collatérales, des victimes collatérales d'une politique meurtrière, mais en sont les cibles privilégiées. Tuer les enfants Tutsis jusque dans le ventre de leur mère, c'est évidemment effacer et empêcher tout avenir, toute reproduction au sens biologique du terme de la communauté qui est vouée à disparaître. Et d'ailleurs, par exemple, pour la Shoah, il y a eu beaucoup de débats historiographiques sur quand est-ce que commence véritablement la politique génocidaire. Et les historiens de la Shoah se sont mis d'accord sur la bascule, c'est lorsque les enfants juifs commencent eux aussi à être exterminés en masse. Pareil pour les Arméniens. Là, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Alors, c'est un schéma qui a été produit à partir d'une enquête médico-légale qui a été mandatée par le procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et les anthropologues légaux ont travaillé sur un charnier de Kibouye, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fameux, au moment du procès du préfet, Clément Kaïchema. Voilà. Et donc, ils n'ont pas pu analyser tous les restes humains, tous les corps il y en avait trop, mais ils ont pris un échantillon, si je puis dire. Et voilà le résultat des analyses en termes d'âge, ici. Et on constate que donc un quart des victimes qui ont fait l'objet d'une analyse médico-légale étaient âgés de 0 à 10 ans, les plus jeunes. Ce sont les plus jeunes ici qui sont les premières victimes du massacre. Et on le voit de manière totalement cohérente ici dans ce schéma qui lui est issu d'une enquête menée par le gouvernement rwandais qui a été publiée en 2004. On voit ici aussi sur les tranches d'âge que le tiers des victimes est âgé de 0 à 14 ans. Donc on est là aussi dans un massacre systématique, massif des enfants. Par ailleurs, j'en ai dit un mot, mais il faut aussi, on peut lier au sort des enfants celui des femmes, des jeunes filles, qui ont été systématiquement violées pendant le génocide, et pour certaines, et la plupart d'entre elles, la majorité même, infectées intentionnellement par le VIH/SIDA. Voilà. Et à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui on se rend plus trop compte de l'état de cette pandémie et de l'absence de tout médicament, de toute possibilité curative, en tout cas. Donc, en 94 au Rwanda, c'était un arrêt de mort. Et d'ailleurs, les violeurs le disaient, je te tue pas maintenant, mais ce que je te laisse va te tuer. Et beaucoup de femmes. Alors là aussi, on n'a pas de chiffres parce que c'est très difficile. Enfin, il faudrait faire des enquêtes très poussées pour savoir si les femmes qui sont rescapées, qui sont mortes à partir des années 2000, 2001, 2002 du SIDA, ont été infectés. Voilà. On n'a pas ce chiffre-là, mais en tout cas, le génocide a continué de faire des victimes bien après l'arrêt des massacres en juillet 1994. Et pour un certain nombre de rescapés, les orphelins et les orphelines en particulier, ça a engendré de nouvelles séparations, de nouvelles reconfigurations familiales quand la maman, la tante qui s'occupait des enfants, est décédée du sida quelques années après le viol qu'elle avait subi en 1994. Donc le sort des femmes et des enfants, selon, je pense, un indice très fort du basculement dans une logique de génocide, d'extermination, puisque c'est l'effacement total de cette communauté qui est vouée à l'extermination. Alors, j'ai beaucoup parlé des liens sociaux, du retournement des liens sociaux. Je vous ai aussi montré 2 personnages qui étaient liés à l'État. Il ne faut pas oublier que tout génocide est un crime d'État. Et au Rwanda aussi, l'État
à mobiliser l'ensemble de ses moyens matériels et humains dans l'extermination. Alors, vous voyez, il faudrait essayer de se représenter un étau meurtrier pour les victimes. Lorsque ce sont vos voisins qui vous persécutent, ou voilà, la communauté, vous pouvez peut-être aller demander de l'aide à la gendarmerie, à la mairie pour être protégé. Mais pendant le génocide, c'était impossible puisque la gendarmerie en question, l'armée, les autorités administratives étaient impliquées dans l'extermination. Et puis lorsque c'est l'État ou l'appareil d'État qui organise la persécution et l'extermination, vous pouvez peut-être trouver refuge dans votre communauté, chez vos voisins, chez ceux avec lesquels vous avez échangé des vaches, chez ceux qui sont les parrains ou les marraines de vos enfants. Mais eux aussi se retournent contre vous. Donc c'est ça aussi qui fait un étau absolument terrible pour les victimes qui voient leur chance de survie réduite vraiment à l'extrême. Parce qu'il y a de refuge nulle part. C'est vraiment un paysage à la fois sur le plan social sans refuge, mais aussi un paysage topographique sans refuge. Il n'y a pas de forêt au Rwanda. Tout est cultivé. En 1994, les champs de sorgho étaient mûrs. Donc, les victimes qui pouvaient se faufiler dans les champs de sorgho, les plants de sorgho ondulaient et les tueurs voyaient exactement tous les déplacements des victimes. Donc, c'est dans ces paysages-là, ces paysages sociaux, ces paysages topographiques, que les survivants sont parvenus à organiser une forme de vie. Et je pense que c'est aussi, c'est aussi un événement qui est très difficile à regarder parce je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette dimension d'avilissement, de cruauté qui a été infligée aux victimes, mais il faut pouvoir regarder en face ce qui s'est produit, non seulement parce que cette cruauté et cet étau si resserré contre les victimes est aussi un produit politique. C'est pas des psychopathes qui ont fait ça, ne sont pas fous. Contrairement à ce qu'expliquait Jean d'Ormesson en juillet 94, alors lui, il disait que tous les Rwandais devaient aller chez le psychiatre et que et que ça irait mieux après, parce que ils étaient tous devenus fous. Ah, mais c'est pour ça que je suis très choquée aussi quand je vois encore dans des livres la folie génocidaire. Pour moi, c'est antinomique en fait. Et je lisais là justement Joanne Chapoutot qui parlait qu'il fallait arrêter de lire les génocides de cette manière-là. Il expliquait l'inversement du système de valeurs et qu'il fallait l'intégrer dans une histoire beaucoup plus longue et ne plus psychologiser. Exactement, la psychologisation des événements historiques, ça nous rassure parce que ça les met à distance. Mais si les tueurs au Rwanda avaient été tous des psychopathes ou des fous, il y aurait eu beaucoup moins de victimes. Beaucoup moins. C'est précisément parce qu'ils ont investi leur intelligence à toutes les échelles du pouvoir que le génocide a été aussi efficace. Et c'est aussi avec cette souffrance-là très particulière qui leur a été infligée qui est adossée à un système de représentation raciste, que les victimes doivent survivre et reprendre une forme de vie après le génocide. Ce qui explique aussi, pour le coup, c'est pas du tout les tueurs qui sont redevables d'une psychothérapie, c'est les victimes. Et aujourd'hui, au Rwanda, les rescapés du génocide souffrent de manière très importante sur le plan psychique. Je vais vous donner un exemple, puis après je finirai par une citation. Je vous laisserai la parole. En 2018, une enquête, la première enquête en population générale sur les affections psychiques a été menée par le ministère le ministère rwandais de la santé, dans le département de la santé mentale. Ça veut dire qu'ils ont pour la première fois comparé un certain nombre d'affections psychiques en population générale et chez les rescapés du génocide. Les résultats ont été publiés en 2021. Donc c'est une enquête toute récente. J'ai plus exactement les chiffres en tête, mais que
que ce soit les syndromes dépressifs majeurs, les syndromes de stress post-traumatique, les comorbidités liées aux addictions, etc., les tentatives de suicide, la proportion est de souvent 3 fois plus élevée chez les rescapés, 3 à 5 fois plus élevée chez les rescapés qu'en population générale. Donc, et dans le rapport, les auteurs notent bien qu'ils ont trouvé très peu de traces de ces affections chez les tueurs. Ils sont allés voir, mais eux, visiblement, ils vont pas trop mal. Voilà. Donc là encore, il faut se défaire de cette idée encore du monstre qui serait pétri de remords. Et je voudrais quand même finir en disant que il faut se méfier encore une fois des formes d'essentialisation, de collectivisation de la culpabilité. Il y a eu certes beaucoup de gens qui ont participé au génocide, mais d'autres qui ont aussi été secourables. Donc encore une fois, on n'est pas dans des schémas ethnicisant les Hutus et les Tutsis, des Hutus, les Hutus extrémistes ont tué, mais pas les Hutus. Encore une fois, je pense que c'est vraiment important. Et je voulais juste peut-être finir en évoquant ces figures de sauveteurs. Au Rwanda, on les appelle au pluriel Abarinzi Igihango. Ça veut dire les gardiens du pacte. Igihango, c'est le pacte de sang qui scellait une relation très particulière entre deux personnes, une relation indéfectible. Mais ces personnes sont les gardiens de cette relation indéfectible, en fait, qui symbolise en fait Igihango, le pacte qui lie toute la société rwandaise. Donc c'est un terme très très fort. Et donc il y a une jeune fille dont j'ai travaillé sur son témoignage, qui raconte la manière dont en fait c'est son propre voisin qu'elle voit tuer sa mère, et elle cette trahison du voisinage fait l'objet de lignes très très véhémentes, et cette trahison, elle est encore rehaussée par l'évocation justement d'un geste secourable d'un homme qu'elle ne connaissait pas, alors que les voisins, eux, qui nous connaissaient, nous ont tués. Voilà. Donc, je vais vous juste terminer sur ces quelques lignes donc de cette jeune fille qui était âgée de 11 ans au moment du génocide. Et donc, elle parvient à survivre au grand massacre des 15, 16 et 17 avril 1994 dans une autre paroisse, qui est celle de Nyarubuye, qui se situe elle à la frontière de la Tanzanie, dans l'est du pays. Et après la mort de toute sa famille, elle parvient à se glisser dans la cuisine du presbytère avec quelques autres rescapés. Et un homme leur apporte une petite courgette et un peu de jus où il aide les gens les plus grièvement blessés à boire. Et voici de quelle manière elle décrit cet acte secourable. Donc l'homme, il a versé du jus dans le gobelet et a aidé les gens qui ne pouvaient pas boire eux-mêmes. Il nous a dit « Si j'ai une autre occasion, je vais vous apporter à manger à nouveau. Mais pour l'instant, restez avec cela. Dieu seul connaît la bonté de cet homme. Ce qui me chagrine beaucoup, c'est qu'il est venu et il nous a dit que son nom est Rudahunga. Sa bonne action, alors qu'il ne nous connaissait pas, a touché mon cœur. Mais ceux qui nous connaissaient, avec lesquels nous voisinions, eux, ce sont eux qui ont tué nos familles, alors que nous n'avions aucun problème avec eux. » Voilà, je pense que cette phrase aussi doit me faire réfléchir sur le vivre ensemble de manière universelle. Moi, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pas été trop longue. Voilà. Merci. Du coup, je vous propose de passer aux questions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions à chaud? Patrice. Vas-y, Patrice. Ouais, Hôtel Rwanda. Est-ce que c'est la même chose que... La même histoire? La même histoire. Parce que du coup, il a emprunté Hôtel Ah Rwanda. oui, Hôtel Rwanda. Et il demandait justement si ça correspondait à... Oui, sauf qu'en fait, je crois qu'il y a
Alors, l'histoire de cet homme est un peu enjolivée par le film et la manière hollywoodienne, parce qu'il se trouve qu'en fait, quand le film est sorti, il y a plusieurs rescapés de l'hôtel d'Émile Collines qui ont expliqué qu'il n'était pas aussi généreux que Hollywood a bien voulu le faire croire. Que semble-t-il, il aurait extorqué de l'argent aux victimes, voilà, qui tentaient d'entrer à l'hôtel d'Émile Collines. Enfin, que son rôle a été largement, Oui. poli par l'industrie d'Hollywood, et que c'est ce qui est. Alors, quand on regarde le film, il n'y a rien de choquant si on regarde pas justement le hiatus avec la réalité. Mais voilà, s'il avait fallu faire un film sur un Umurinzi w'Igihango, donc un vrai gardien du pacte, c'était pas le bon personnage à choisir, alors qu'il y en a d'autres, et notamment à Kigali, un personnage extraordinaire qui, hélas, est décédé il y a quelques années, qui s'appelait donc Damas Gisimba. Damas Gisimba, il avait un orphelinat depuis le milieu des années 1980 dans un quartier populaire de Kigali. Et en 1994, il est parvenu, dans des conditions à peine imaginables, à sauver 300 enfants et une centaine d'adultes. Voilà, grâce aussi à tout un petit réseau, un très petit réseau d'entraide, et notamment un Américain qui se trouvait là, Carl Wilkins, qui est un des rares étrangers à être resté au Rwanda. Il y en a eu quelques-uns quand même qui sont restés dans ce huis clos. Et voilà, donc moi, ça aurait été beaucoup plus efficace de faire un film sur une vraie figure lumineuse comme celle de Damas Gisimba, plutôt que de prendre une histoire qui, s'est avérée beaucoup plus grise, on va dire. Hein, voilà. Mais c'est pas un mauvais film pour autant, voilà. Sauf qu'il faut savoir que c'est pas exactement la réalité, quoi. Parce que j'ai vu plusieurs fois. C'est vrai, c'est un film. Oui, il est bien fait, le film, ouais. Franchement, il est très bien fait, le film. Faut juste savoir que, faut juste prendre un peu ses distances avec la réalité historique, mais le film est très bien fait. Après, il y avait le document, j'ai regardé aussi, parce qu'il est retourné dans son pays, au Rwanda. Oui. Après. Oui, il est retourné. Bon, et ça s'est pas très très bien passé parce que il voulait renverser le pouvoir actuel. Il voulait également rétablir les cartes d'identité ethnique. Enfin, c'est un personnage très trouble. Donc c'est pour ça aussi que voilà. Mais moi, je pense que le film, si on est bien. Ouais, franchement, il y a pas de. Du coup, ça me faisait penser aussi de la question des oppositions pour que. Vous me direz, pour qu'il y ait un génocide, il faut aussi effacer les oppositions. Bien sûr. Et il y a eu ces oppositions au quotidien pendant le génocide, mais qui sont des actions individuelles, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il en est advenu des oppositions avant 94, en sachant que c'est une époque aussi où il y a le multipartisme qui se met en place, etc. Que ce soit Hutu ou Tutsi d'ailleurs. Et oui, et ça c'est important de le souligner. C'est pour ça que j'ai tenu aussi un peu à finir sur le fait qu'il y avait des gens, alors effectivement, qui ont été secourables, voilà, dans le génocide lui-même, mais il y a des personnalités politiques Hutus qui ont été purgées en fait les premiers jours du génocide. Voilà, et ça c'est encore, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler davantage sur cette opposition politique courageuse. Très courageuse, même avant 94, c'était dangereux. Je vais juste vous donner l'exemple qui est la plus connue. Au moment où il y a l'attentat le 6 avril 1994, le pays a à la tête de son gouvernement un premier ministre qui est une femme, Agathe Uwilingiyimana, qui est une opposante au régime, au régime du président Habyarimana. Et le 7 avril, elle pense aller à la radio pour se prendre position pour apaiser la situation. Elle en est empêchée par des militaires rwandais qui l'assassinent sur place avec son époux. Et tous les opposants politiques connus à l'échelle nationale des partis d'opposition, donc il y en a beaucoup, il y en a plusieurs dizaines, ou d'organisations de défense des droits de l'homme, sont
tous et toutes assassinés dans les premiers jours du génocide. Donc, et dans les régions, dans certaines régions, il y a eu des oppositions locales aussi de préfets ou de bourgmestres. Et ils ont là aussi été le plus souvent assassinés avec toute leur famille ou destitués. Mais je pense le préfet de Boutaré, qui a été destitué le 17 avril et assassiné 2 jours plus tard avec toute sa famille. Le préfet de Kibungo à l'est, donc cette fois à la frontière tanzanienne, assassiné avec toute sa famille le 24 avril. En tout cas celui de Kibungo était un Hutu. Il y a aussi des bourgmestres qui ont été assassinés. Il y a un qui s'appelait Calixte Ndagijimana, je vais vous dire leur nom aussi. C'était le bourgmestre de la commune de Mugina. Il était dans l'église aussi avec les réfugiés Tutsis et il tentait de résister aux tueurs. Il a été assassiné. Et puis un autre qui s'appelait Jean-Marie Vianney Gisagara, qui lui était bourgmestre d'une commune qui s'appelait Nyabisindu. Et il a été également exterminé avec 11 membres de sa famille. Il n'a que 2 enfants qui ont survécu. Voilà, donc c'est très important de rappeler ces faits, ces victimes aussi, parce que là encore, ça déjoue toute logique d'essentialisation et d'ethnicisation de cette histoire. Il y a des choix politiques qui ont été opérés par certains que d'autres ont refusé de faire et ils l'ont payé de leur vie. Et je pense que c'est important de le dire. Et au niveau de l'armée, de la police, il y a eu aussi des opposants. Alors, pas... Est-ce que tout le monde a entendu la question? Oui. Non? Est-ce qu'il y a eu des oppositions au sein de l'armée, de la police? Alors, il y en a eu là encore de manière individuelle, mais pas organisée. Voilà. Mais vous allez trouver dans par exemple, je vous parlais du bourgmestre de Gisagara, de Nyabisindu, donc Jean-Marie Gisagara. Lui, quand la violence elle se répandait sur les collines, il allait avec ses policiers communaux essayer de rétablir l'ordre. Et il se trouve que parmi ces policiers communaux, il y en a un aussi qui a été tué pour avoir résisté. J'en ai rencontré un autre qui avait une femme Tutsi qui a essayé qui a retourné son arme contre les tueurs, mais ensuite il a été débordé par le nombre et la force des tueurs. Donc de manière individuelle, oui, mais je dirais pas de manière collective. C'est surtout autour de toute la question mémorielle en fait, rwandaise. Parce que du coup déjà, un moment je crois que c'est une autre conférence, vous avez dit que vous parliez de l'extraordinaire implication de toute une société dans l'entreprise génocidaire. Et en fait, par rapport à ça, vous parliez de toute une société parce que évidemment il y avait des stéréotypes qui formaient à la base de la même société. Mais j'imagine que comme ils n'étaient pas du tout du même côté par rapport à la bande, bien sûr, les rapports de force qui jouaient, j'imagine que ça crée une division mémorielle quand on regarde aujourd'hui. Et du coup, en fait, comment est-ce que, dans vos visites, surtout sur Rwanda, comment est-ce qu'elles se sont articulées de manière concrète si vous avez eu la possibilité, j'imagine que vous avez dit que vous avez interviewé un policier Hutu. Mais du coup, comment, en fait, concrètement, elles existent, ces divisions mémorielles par rapport vous avez raison de souligner une chose, c'est que je vous ai dit que les ethnies rwandaises n'avaient pas de fondement linguistique, religieux, enfin bref, je sais pas. Mais hélas, le génocide est venu tragiquement donner corps et emplir de réel ces communautés imaginaires. Parce que effectivement, vous avez raison de le souligner, en avril 94, soit vous pouviez vivre, soit vous étiez traqué. Voilà. Et donc c'est aussi le paradoxe des génocides, c'est à la fois c'est une fois
une espèce de brutale simplicité du réel, où il y a ceux qui doivent être tués et ceux qui tuent, et puis bon, ceux qui participent pas, qui essayent de sauver. Mais il y a ça. Et en même temps, les mécanismes pour parvenir à cette simplicité brutale sont très, très complexes. Donc voilà, il faut essayer de penser les deux. Et aujourd'hui, au Rwanda, alors, ce que je dirais, ce serait faux de dire qu'il y aurait une mémoire Tutsi et une mémoire Hutu du génocide. Parce que les choses ne se pensent plus comme ça, d'abord, au Rwanda, après le génocide. Après le génocide, les cartes d'identité ont été modifiées, évidemment. Il y a plus de référence dans la vie publique, sauf pour le génocide, précisément, à ces catégories Hutu et Tutsi. Donc, ce qui compte, c'est de quel côté vous étiez, en fait. Ce qui compte, c'est alors, il y a des commémorations, évidemment, il y a les rescapés qui témoignent. De plus en plus, depuis au moins une bonne dizaine d'années, des sauveteurs, les fameux Abalinzi Yango, qui sont appelés à témoigner pendant les commémorations. C'est là où on les voit, et ils ont aussi, il y a tout un système de reconnaissance de leurs actions à l'échelle locale et nationale. Donc il y a une forme de reconnaissance officielle aussi de ces personnes. Il y a les rescapés qui témoignent aussi, et maintenant depuis quelques années aussi les tueurs, qui sont évidemment présentés comme repentis, etc. Ils vont pas faire l'apologie de l'idéologie qui les a menés à commettre le génocide. Donc, ce qui compte, c'est de quel côté de l'arme vous étiez en 94. Voilà, c'est l'expérience historique. Et de la même manière, il n'y a pas tous les Tutsis du Rwanda ne sont pas des rescapés du génocide. Les rescapés du génocide sont une extrême minorité aujourd'hui de la société rwandaise, puisque beaucoup de Tutsis, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient réfugiées depuis les années 60. Hein, j'ai parlé de ces persécutions. Il y avait une très 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 grande diaspora, plutôt des communautés exilées de Tutsis au Congo, au Zaïre à l'époque, au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda, et puis aussi de par le monde. Et donc toutes les familles de toutes ces personnes, et puis auprès de ceux qui ont combattu dans le Front patriotique rwandais, sont rentrés au Rwanda. Mais ces personnes n'ont pas vécu le génocide. Et parfois il y a eu des tensions avec les rescapés. Hein. Donc ce serait c'est encore une fois, il faut désethniciser la vision qu'on peut avoir du Rwanda et partir des expériences historiques. Alors je sais pas si j'ai répondu à vos questions. Moi, je voulais revenir aussi sur quelque chose qui m'a marqué dans votre livre, c'est l'articulation entre la guerre et la propagande. Et en gros, vous disiez je sais pas, après peut-être schématisme, mais pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait guerre. Oui. Alors ça, j'en ai pas parlé là, mais oui, tous les génocides ont lieu pendant la guerre. La guerre, elle va tendre aux extrêmes, à la fois la peur obsessionnelle d'être attaqué. Et voire soi-même exterminé, et elle va aussi porter à incandescence la figure de l'ennemi à abattre. Et elle surtout, alors la guerre pendant le génocide des Arméniens, il a lieu pendant la Première Guerre mondiale, le génocide des Juifs d'Europe pendant la Deuxième, et le génocide au Cambodge aussi dans le contexte de la guerre du Vietnam et puis de l'attaque vietnamienne. Bon, pour en citer d'autres. Donc au Rwanda, il y a une guerre qui est enclenchée à partir d'octobre 1990 par le Front patriotique rwandais. Le Front patriotique rwandais, qui est encore aujourd'hui au pouvoir, c'est une rébellion politique et armée constituée essentiellement par ces descendants Tutsis exilés des années 60. Par exemple, on prend souvent l'histoire de Paul Kagame on l'a mis souvent en exergue. Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, il a quitté le Rwanda sur le dos de sa mère en 1959, donc lors des premiers pogroms contre les Tutsis, et ils ont ensuite vécu dans les camps de réfugiés en Ouganda. Bon, on estime à peu près à 500 000 personnes quand même. C'est la deuxième plus grosse communauté de réfugiés au monde après les Palestiniens, je crois, les Tutsis à cette époque, les Tutsis rwandais. Et donc, ils vont tenter de revenir au Rwanda, mais évidemment, le pouvoir les
les en dissuade, voire les exclut toute possibilité de retour. Et donc, naît au sein de ces communautés réfugiées un mouvement politique et militaire qui s'appelle le Front patriotique rwandais et qui va porter l'attaque contre le Rwanda le 1er octobre 1990. Et donc, toute la montée en puissance de l'idéologie génocidaire va se produire dans ce temps de la guerre. Voilà, c'est très important. Et ce qui se passe au Rwanda à cette période, c'est qu'il y a une confusion du civil et du militaire. D'abord, pour les Tutsis, parce que les Tutsis qui vivent à l'intérieur, y compris les enfants, les gens qui n'ont jamais rencontré un militaire du FPR de leur vie, vont être assimilés au FPR. Donc tous les Tutsis sont considérés comme des combattants potentiels. Ça, c'est un schéma relativement qu'on a connu dans d'autres configurations historiques. Mais au Rwanda, parallèlement, s'opère un processus de militarisation des civils Hutus aussi. On distribue des armes dans la population. Le peuple est pris le peuple dans le contexte. Pour ça que je fais guillemets, parce qu'au Rwanda, le peuple, c'est implicitement, c'est-à-dire que les Hutus. Puisqu'il n'y a que eux qui peuvent se prévaloir de ce titre-là, dans cette idéologie. Et donc, on voit dans les archives militaires, par exemple, que les plans de bataille sont, par exemple, pour la défense de Kigali, sont élaborés avec la participation des civils. Et la RTLM, en 1993, je crois, 1993, profère des propos, je les cite de mémoire, le peuple, voilà le véritable bouclier, donc on va gagner nous le peuple parce qu'on est les plus nombreux. La RTLM, voilà. C'est Mille Collines. La radio-télévision libre des Mille Collines, ouais. Poser une question Oui. sur la radio. Ah bah voilà. Oui, allez-y. Ouais. Est-ce que, là, c'était la radio, les médias, mais quand on lit des romans, entre guillemets, on a l'impression que c'est vraiment une machine, je veux dire, à laver le cerveau des gens. Ouais. La radio. La radio, elle est omniprésente pour dire aller tuer les cafards, ils sont par-ci, par-là. C'est effroyable. Ouais. Voilà. Et quand on voit un petit peu l'actualité, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait peur. Oui. On a les réseaux sociaux. Il y a n'importe quoi aussi qui circule. Bon. Voilà, oui, je pense que c'est voilà. Et merci de faire aussi cet effort d'universaliser encore une fois parce que le travail qu'on mène sur l'histoire du génocide des Tutsis, encore une fois, c'est pour essayer aussi de réfléchir à aujourd'hui et maintenant, parce que je sais pas si justement j'ai commencé tout à l'heure en parlant du devoir de mémoire, du plus jamais ça. Donc, si au moins on sait que ça a été une escroquerie en 94, essayons de véritablement regarder ces leçons que peuvent nous inspirer le génocide des Tutsis au Rwanda. Et vous avez raison, la RTLM, donc c'est la radio-télévision libre des Mille Collines. En fait, en plus, c'est tellement ironique, c'est que le champ politique et le champ médiatique se libéralisent à partir de 1991 au Rwanda. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journaux d'opposition qui sont vraiment très irrévérencieux contre le pouvoir, qui dénoncent, qui font des enquêtes eux-mêmes sur toutes les exactions qui sont commises par le régime d'Abiyarimana. Mais la première, qui a les moyens de créer la première radio privée, ce sont les extrémistes Hutus. Et ils vont donc profiter de la libéralisation de l'espace médiatique. Alors d'abord pour fonder un journal, Kangura, celui-là même qui publiera en décembre 1990, les 10 commandements des Hutus, où on enjoint les Hutus à ne plus entretenir de relations sexuelles et affectives avec les femmes Tutsis qui sont toutes des espionnes à la solde du FPR. Donc vous voyez déjà, on cible l'intimité des couples. Et je crois que c'est le 8e commandement qui explique qu'il ne faut plus avoir pitié des Tutsis. Voilà, ça c'est décembre 90. Et puis,
avril 93 est fondée la RTLM qui commence à émettre en juillet de la même année. Et ce sont les extrémistes Hutus qui portent cette radio sur les fonds baptismaux parce que c'est eux qui ont l'argent pour la financer. Voilà. Et ils vont recruter pour animer cette radio les animateurs les plus talentueux du Rwanda. Donc là, on est encore, quand je vous dis que c'est presque difficile d'accoler ce terme, mais un génocide, c'est sophistiqué. Ils vont pas chercher les imbéciles. Voilà. Ce serait tellement plus simple. Mais non. Je te dis, on sent que c'est une machine à endoctriner les gens. Oui. Mais il faut que les gens soient prêts à recevoir cet endoctrinement. Parce que on peut tous prendre nos distances, voilà. Et les victimes elles-mêmes, quand vous rencontrez des rescapés aujourd'hui, ils peuvent vous dire qu'ils écoutaient RTLM et que ça les faisait presque rire, parfois tellement c'était ridicule, tout en ayant aussi peur des propos qui étaient professés. Mais oui, ça diffuse à une large échelle la haine anti-Tutsi et surtout, encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de manière un peu gênée, mais en fait c'est ça, du fait que le génocide était une fête, il y a une gouaille particulière, et ben on la retrouve dans la RTLM. Et d'ailleurs, un des animateurs phares, Habimana Kantano, dit la vérité se dit sur le ton de la blague. Et c'était comme ça, et c'est aussi comme ça que la RTLM a attiré des auditeurs, justement, en introduisant une forme d'interactivité avec les jeunes miliciens, par exemple, sur les barrières de Kigali, en expliquant tel quartier, ils ont bien travaillé, pendant le génocide. Travailler, c'était tuer. Et effectivement, la radio, et là encore, pour le Rwanda de l'époque, c'est un moyen très moderne. Parce que il y avait pas de télévision, voilà. Et donc c'est pas quand on parle du génocide des Tutsis comme un génocide soi-disant artisanal qu'on oppose à voilà, non, pas du tout artisanal. La radio c'est ultra moderne au Rwanda à l'époque. Et ils ont compris ça. Et ils ont fondé cette radio qui a ensuite diffusé cette idéologie de haine jusqu'en juillet 94. Mais ça ne dispense pas de travailler sur les récepteurs. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on adhère à ça? Oui, il y a madame, vas-y, comme vous voulez. Et justement, juste par rapport au devoir de mémoire, il y a quelque chose, j'ai vu qu'il y avait un journaliste, Daniel Schindler, qui avait dû s'excuser à la suite d'une aide des associations des rescapés. Oui. Parce que donc, il s'est excusé en disant qu'il avait utilisé, au détour d'une conversation sur un Rwanda, une thèse complotiste sur le double génocide. Et donc il s'est excusé. Et ça m'a quand même, ce qui m'a en fait surpris, c'est que c'est quand même un intellectuel, quelqu'un qui fait de l'actualité. Et je me suis dit, comment expliquer que cette thèse du double génocide, elle perpétue encore aujourd'hui? Ouais, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie pour cette question qui va me permettre de parler de cette affaire. Alors, Daniel Schneiderman, ce que tout le monde voit, arrêt sur image, enfin voilà, quelqu'un qui commente en plus, qui est le commentateur des commentateurs, puisqu'il s'occupe d'avoir un œil critique sur ses confrères et ses consoeurs. Oui, alors, mais en fait, il s'est pas trompé. Il a dit des choses, effectivement, en disant, qu'en parlant d'une autre journaliste, oui, mais elle n'est pas allée au Rwanda pour couvrir le deuxième génocide. Enfin, cette idée que finalement, certes, les Tutsis ont subi un génocide, mais eux ont fait la même chose. Enfin, c'est une idée négationniste, en fait. C'est une forme de négation du génocide des Tutsis, puisqu'on revient à ces fameuses guerres interethniques, en fait. Et ça fait longtemps que cette thèse est discréditée par les historiens. Elle a même été condamnée par la justice française en décembre dernier. Il y a eu le premier jugement qui a été rendu en décembre dernier contre un pamphlétaire franco-camerounais et qui avance justement ce type de thèse. Je ne comprends pas comment, voilà, moi non plus, je partage le même étonnement. Quelqu'un qui est censé porter une parole de savoir critique disent une chose pareille et témoignent de la même désinvolture dans sa soi-disant présentation d'excuses. Je voudrais juste, je fais souvent cet exercice parce qu'il est très efficace, qu'on imagine une seconde qu'il ait dit la même chose à propos du génocide des Arméniens ou de la Shoah.
en disant ah mais oui c'est vrai, elle est allée couvrir le génocide commis par les Juifs sur les nazis. Vous imaginez le scandale? C'est de cet ordre. Mais là, il pense, moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que il s'est excusé, c'est bon, c'est fini, quoi. Faut plus qu'on l'embête avec cette affaire. Voilà. Et je trouve ça vraiment, enfin, c'est scandaleux, quoi. Est-ce que c'est pas aussi enfin, c'est mon sentiment aussi sur la question du génocide des Tutsis, qui soit aussi assez mal connu au bout du compte. Oui. Je me suis surpris même moi à dire pendant très longtemps le génocide du Rwanda. Oui. Et on nommait pas les victimes. Et je me suis demandé est-ce que ça avait déjà existé ou est-ce que c'était spécifique à l'Afrique et donc du coup au Rwanda, et est-ce qu'il n'y a pas à la fois cette méconnaissance et aussi des résurgences de représentation raciste. Je pense qu'il y a les deux. Ouais. Il y a une méconnaissance, mais bon, Daniel Schneiderman, on va dire que malheureusement, lui, il est censé savoir. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été mené sur cette histoire, et puis au moins un livre, un article pour savoir qui a tué qui, ne serait-ce que ça. Enfin voilà, ça ne demande pas un effort intellectuel. Sur les images, généralement, ils ont fait venir des rescapés. Voilà, donc il a qu'à regarder son ancienne propre émission. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire, mais c'est vrai, longtemps on a parlé de génocide rwandais, alors longtemps moins, fort heureusement, mais c'est aussi imbécile que de dire le génocide ottoman pour parler du génocide des Arméniens, ou du génocide européen pour parler des communautés juives d'Europe. Enfin voilà, donc on nomme les victimes toujours. Et cette expression de génocide rwandais, elle a aussi servi de paravent aux négationnistes, pour dire voilà, finalement c'est un génocide rwandais, on s'est entretués entre Rwandais. Donc voilà. J'ai quand même le sentiment que, notamment depuis que c'est rentré dans les programmes scolaires en 2020, cette question, en tout cas les jeunes gens qui passent le bac ou qui ont passé le bac ces dernières années, je n'ai jamais entendu dans leur bouche le terme de génocide rwandais. Donc je me dis que ça avance. On avance. Il y a même une jeune femme qui passe son bac cette année d'ailleurs qui me dit c'est quoi le génocide rwandais? Parce que pour elle, voilà, il y avait pas d'autre expression que génocide des Tutsis. Donc j'espère que Daniel Schneiderman va sentir un peu le vent du boulet, mais je ne sais pas. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc voilà. Je crois qu'il y avait une question. J'avais une question. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit, même si ça m'y a fait penser. Moi, j'enseigne cette question. Du coup, ah, bah voilà. Du coup, j'ai envie de savoir si je dis une bêtise ou pas, mais sans parler de génocide, bien évidemment, mais quand le FPR a repris la main en juillet 1994, il y a quand même eu des crimes de guerre qui ont été commis par le FPR sur Bien sûr. Est-ce que c'est pas une oui, c'est une confusion sur les termes c'est à la fois non, je pense que c'est pas une confusion, c'est une mise en équivalence intentionnelle, en fait. Voilà. Évidemment que la guerre s'est pas faite sans victimes, qu'il y a eu des crimes de guerre, et il y aura peut-être un jour aussi des crimes contre l'humanité voilà, parce que le FPR c'est une armée, donc et par ailleurs le FPR intégrait dans ses rangs et a intégré même avant le génocide dans ses rangs un certain nombre de jeunes hommes Tutsis qui rentrant en Rwanda découvraient toute leur famille exterminée dans les charniers. Donc vous imaginez qu'il y a bien eu des représailles. Voilà. Mais encore une fois, je fais des parallèles parce que parfois c'est comme si on posait un signe égal entre la déportation des Juifs, donc l'arabe du Veldiv, et les purations. Voilà, c'est pas du même ordre en fait. Voilà, mais les gens qui veulent nier le génocide, les négationnistes, ou qui ont une vision encore une fois ethnicisante de y aller où tout les Tutsis, personne n'est gentil, personne n'est méchant, qui se croient plus intelligents en disant ça, en fait ils nient la singularité de l'expérience du génocide. Voilà. Il y a pas aussi eu, par rapport à la proximité qu'il y a eu avec la France, justement, Mitterrand, et le fait qu'il y ait une volonté encore malgré la
de minorer en quelque sorte, notamment la responsabilité de la part de la gauche. Bien sûr. Il vient de ce milieu-là, ouais. Ok, peut-être. C'est sans doute vrai. Je sais que le Parti socialiste n'a pas fait son aggiornamento par rapport à cette question-là. Même au moment du rapport Duclerc, alors que c'était l'occasion de le faire, ça n'a pas été le cas. Si on regarde à la gauche de la gauche, par exemple, quelqu'un comme à LFI, Jean-Luc Mélenchon, très proche de Mitterrand aussi. Donc sur ces questions du Rwanda, il est pas du tout prêt à garder ce qui s'est produit, voilà. Et bizarrement, la lucidité, on va dire. Par exemple, si vous prenez toutes les interventions qu'il y a eu politiques nationales de haut niveau, on va dire, après la publication du rapport Duclerc et la visite d'Emmanuel Macron à Kigali. Dans mon souvenir, le seul homme politique que j'ai entendu parler extrêmement clairement à la fois de l'histoire du génocide et du rôle de la France, c'est Nicolas Sarkozy. Donc on est complètement à contre-emploi en fait. Voilà. Donc voilà, je comprends pas les positions respectives dans le spectre. Et par ailleurs, il y avait aussi Clémentine Autain qui avait tenu un discours très ferme aussi sur les chaînes de télévision. Mais je pense effectivement le fait que à gauche il n'y ait pas eu d'aggiornamento sur cette question, alors qu'à droite un petit peu plus. En tout cas, si on considère que Nicolas Sarkozy représente la droite, je suis pas absolument certaine, mais voilà, je pense qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai blocage. Et donc peut-être que si, moi je connais pas suffisamment le Daniel Schneiderman, mais s'il vient de ce milieu, par ailleurs, il me semble et je lance un appel pour qui pourrait retrouver cette émission, le 16 mai 1998, il a reçu Hubert Védrine dans Arrêt sur image. Hubert Védrine qui avait été un peu chahuté sur un plateau c'était une émission il avait été un peu pris à partie par une rescapée du génocide, et donc Daniel Schneiderman l'avait invité pour le consoler visiblement après cette émission, et on aimerait bien retrouver les bandes justement. Voilà. Donc écoutez, je vous propose peut-être de mettre fin à la rencontre parce que merci le temps passe. infiniment. Je crois qu'il y avait quand même il y a une dernière question. Oui, on prend une dernière question. Quelle lecture au pluriel et bilan au pluriel ont été faites sur l'originalité des tribunaux Gacaca, qui est quand même une mise en place assez particulière par rapport à d'autres approches sur cette problématique d'impunité de pardon. Oui, vous avez raison, ça sera on pourrait en faire une deuxième conférence rien que sur ça, tellement c'est intéressant. Tant c'est intéressant et tant c'est aussi lié à la singularité du génocide qui a vu l'implication de beaucoup d'acteurs dans son exécution. Et donc l'équation qui se posait, si vous voulez, au nouveau pouvoir après le génocide était très compliquée. Soit on amnistiait tout le monde, et un peu à la sud-africaine, finalement. Mais c'était pas le même événement, donc ça peut pas être le même type de justice qui est appliqué. Ou on jugeait tout le monde. Mais juger tout le monde, ça voulait dire juger des centaines de milliers de personnes. Le Rwanda, à la fin des années 90, avait le taux de densité carcérale le plus important au monde. Il fallait trouver une solution qui à la fois permette de juger et permettre de désengorger les prisons. Voilà. Et qui permettent également à la population sur les collines de s'emparer de l'histoire du génocide et de sa justice. Donc c'est les voisins qui ont jugé leurs voisins sur les collines. Voilà. Alors ça n'a évidemment pas été parfait, comme vous pouvez l'imaginer, mais cette justice a existé. Elle nous a légué ses archives, et je peux pas vous dire. En fait, il faudrait travailler maintenant sur le post-Gacaca, sur maintenance, parce qu'il y a aussi beaucoup de peines qui ont été prononcées qui arrivent à leur terme, et les tueurs qui ont été condamnés à 19 ans c'était une peine qui était donnée de manière assez large, vont rentrer maintenant dans les communautés. Donc, ce serait intéressant de travailler maintenant sur ce que ça fait. Voilà.
De même qu'il faudrait pouvoir savoir si les rescapés sont vraiment tous retournés sur leur colline ou s'ils sont bougés dans le pays. Voilà, c'est des questions encore complexes et voilà. En tout cas, il y a du travail, quoi. Voilà. Merci en tout cas. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous ce soir. Merci. Juste quelques petites informations. Déjà, un grand merci à Hélène Dumas, voilà, d'être venue à la médiathèque. On espère que le cycle ou la rencontre vous a plu, parce que voilà, l'idée c'était de mettre vraiment un focus sur le Rwanda et ce qui s'était passé, mais c'était aussi de donner les mécanismes du génocide du Rwanda pour éviter que ça puisse se reproduire, comme le disait Hélène Dumas tout à l'heure. Donc voilà, à écouter, on peut passer au moment un peu plus convivial. Sachez qu'il y a la librairie Folie d'encre d'Aulnay-sous-Bois avec qui on est en partenariat, qui vend les livres de Hélène Dumas que vous pourrez faire signer. Voilà, il y a le petit pot. On pouvait vous inscrire aussi sur les rendez-vous société. C'est tous les trimestres. Voilà, c'est sur des sujets de société, soit d'histoire, soit de sociologie, d'économie, politique, etc. Comme ça, on vous enverra l'email à chaque fois qu'on a une nouvelle rencontre. On vous prépare quelque chose d'assez sympa, intéressant, voilà, pour l'année prochaine. Passons au moment un peu plus convivial. Voilà, c'est juste à côté. Je coupe le micro alors. Je coupe le micro pour votre collègue.